BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils viennent de nous rejoindre pour mesurer le potentiel aussi de cette classe d'actifs. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos, vient de nous rejoindre. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Julien Bouteloup aussi avec nous aujourd'hui, un des piliers de l'écosystème, fondateur de Stake Capital. Bonjour Julien. Bonjour et merci Bienvenue. de me recevoir. Et vous allez dire Stack Capital. On dit Stack Capital ou Stake ? Stake Capital. Stake Capital. Stake Capital Group. Ouais. Pour une fois, je ne m'étais pas trompé, parce que je me trompe souvent sur les prononciations. On est bon. Stake Capital Group. Vous nous expliquerez quelle vision vous avez de l'écosystème pour la suite, l'impact d'FTX sur votre vision du marché. On le disait, vous êtes en plus plutôt un Ether maximaliste. Vous nous direz, vous nous expliquerez ce que ça signifie. Puis Xavier Fenot aussi est avec nous pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Ravi de vous retrouver en direct. Xavier, êtes-vous là ? Pas forcément. Xavier Fenot est-il là ? Il est là. On me dit qu'il est là. Vous êtes là, Xavier ? Oui, bonjour Guillaume. Mais pour l'instant, oui, on vous entend. Mais ça y est, Valentin Demey rigole. Vous savez, c'est comme quand on invoque les esprits. Esprit, es-tu là ? Exactement. Et j'attends même que le prix du Bitcoin soit effectivement soufflé par Xavier Fenot. J'étais surpris, mais je suis persuadé qu'il va avoir la bonne idée. Xavier, on est ravis de vous retrouver. Voilà, Esprit, es-tu là ? On entend la voix qui se manifeste de Xavier Fenot. Xavier, comment est-ce que vous voyez la suite des événements sur Bitcoin ? Intéressante question que vous pose à l'instant Valentin, parce que en cette fin d'année, c'est le petit concours des pronostics pour 2023. Et alors, le pronostic le plus frappant qu'on ait trouvé, c'est Standard Chartered qui voit le prix du Bitcoin baisser à $5 000 l'an prochain. Est-ce que cette prévision, pour vous, d'un point de vue technique, tient debout, Xavier ? Oui, au moins. Non, en fait, là, c'est vrai que la fin d'année, c'est un peu l'heure pour les grandes maisons de faire leurs prédictions pour l'année 2023, donc plus ou moins farfelu. Donc, il faut déjà s'attendre à ce genre de papier. Pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est assez classique. Donc, alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus simple avec un Bitcoin qui n'a fait que baisser en 2022, de viser encore plus bas qu'il ne l'est. À l'inverse, d'ailleurs, complet de 2021, on était au plus haut historique. Les objectifs étaient extrêmement ambitieux. Donc, à ce sujet, septembre 2021, cette même banque anglaise qui vise aujourd'hui donc $5 000 avait fait une note lorsque le Bitcoin était à 50 000. Objectif 2022, $100 000. On est à 17 000. C'était 35 000 $, je crois, l'objectif sur l'Ethereum en 2022. On est à 1200. Donc ça, c'est pour contextualiser, mais tout n'est pas acheté. Alors les arguments, c'est quoi ? C'est déjà les actions technologiques sont spéculatives, impactées par le resserrement monétaire, donc souffrent aujourd'hui beaucoup plus que le reste. Ça, c'est vrai, parce que les taux d'intérêt continuent à monter, même s'il y a quand même une grosse détente depuis quelques semaines, ce qui a d'ailleurs permis à l'ensemble du marché de reprendre 20%. Les valeurs techno vont continuer à souffrir et le Bitcoin va suivre le mouvement. La deuxième chose, c'est que l'affaire FTX crée une crise de confiance qui va durer. On en parle ici suffisamment. Certes, tout le monde le sait, ça a mis un gros coup d'arrêt au marché. Pour pas faire l'autruche, ça tétanise quand même le Bitcoin notamment. Donc la proposition, c'est quoi ? Le Bitcoin va à 5 000, faut acheter de l'or. Pour rappel, l'or, depuis 2017, on a pris 50%, le Bitcoin 1600%. Depuis 2020, le Bitcoin a pris 300%, l'or 20%. Ça ne veut pas dire que les performances passées présagent du futur, mais c'est pour prendre du recul si on veut se prêter au jeu de la comparaison Bitcoin-or. Donc pour répondre succinctement en 3 points à votre question, il y a quand même une certaine résilience du marché des cryptos qui reste dans sa globalité sur les plus bas de cet été. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de grosse capitulation générale pour le moment. Deuxième point, c'est certes, il n'y a pas de signal positif sur le Bitcoin tant qu'on reste sous 18 000 $ et au-dessus de ce niveau, là, OK, on aura un nouvel élan positif à moyen terme, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Et troisième point, je crois que ceux qui ont voulu quitter le navire l'ont fait. Et c'est pour ça qu'on a une absence en fait de flux après les 2 jours de purge qu'on a connus au moment de l'affaire FTX il y a 1 mois. Et depuis, en fait, ça bouge plus. Après, c'est clair que si on enfonce sur le Bitcoin les 15 000 $, là, ce sera un coup dur. Mais pour le moment, c'est pas le scénario que je privilégie. Donc, pour répondre à la question, est-ce que vendre aujourd'hui le Bitcoin à 17 000 $ pour viser 5 000 $, je vais mouiller le maillot, je crois que c'est d'actualité. Ma réponse est non. De toute façon, on va vite être fixé parce qu'aujourd'hui, on a un étau de compression technique qui se resserre sur le Bitcoin entre 18 000 et 15 000 $. Et c'est cette sortie qui est vraiment importante pour la suite. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Xavier Fenot, et sa vision technique sur les cours des cryptos. On rappelle qu'il ne faut n'y investir que l'argent dont on n'a pas besoin. Bien sûr, ce sont des actifs toujours très très volatiles et spéculatifs. Xavier Fenot pour Interactive Trading. Et donc, Valentin Demey pour Cryptos nous accompagne, ainsi que Julien Bouteloup. Aujourd'hui, Stake Capital Group, sa première dans le club BFM Crypto. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes une longue série, j'espère. Pourquoi pas ? Vous êtes une des grandes voix de l'écosystème et toutes les grandes voix ont ici justement voix au chapitre. L'affaire FTX. On a le sentiment que cette affaire FTX, c'est l'histoire de plusieurs vices réunis dans une seule entreprise. Cette affaire, est-ce que c'est l'échec d'une part d'un homme idolâtré par une industrie, d'autre part trop proche de ces différents géants ?
Voilà. Je pense que ce qui est assez impressionnant et qu'on a tendance à oublier récemment dans les événements d'FTX depuis que la chute de FTX, c'est que la plateforme FTX a pris des parts de marché en moins de 2 ans, était devenue la plus grosse plateforme de trading et l'ensemble des traders professionnels ou des activités quant, donc de hedge fund ou de VC, utilisaient FTX. Donc c'était une plateforme qui était relativement importante dans le monde du trading, notamment la plus grosse et la préférée des traders. Et donc en fait cette transition, cette montée en puissance de ce qu'a fait Sam de SBF, de FTX, elle est quand même à noter. C'était une performance technique sur les marchés financiers par rapport à d'autres géants comme Binance ou d'autres plateformes d'échange comme BitMEX à l'époque ou des Kraken, des choses comme ça. Donc il a pris des parts de marché incroyables et donc était devenu aux yeux d'autres compétiteurs potentiellement dangereux pour ce marché. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il s'est brûlé un peu les ailes en se rapprochant du pouvoir et en se rapprochant d'acteurs notamment d'acteurs politiques et d'acteurs financiers pour pouvoir augmenter ses effets de levier et ses expositions sur le marché financier pour devenir potentiellement un des plus gros leaders du marché des cryptos, mais aussi des plateformes financières. Parce que quand on fait des milliards de volumes par jour, on ne parle pas que de la crypto, hein, c'est dans un marché qui est un marché macroéconomique. Donc forcément, ça a pu faire peur à des acteurs financiers à l'heure actuelle, notamment sur le milieu asiatique. Et ce qui s'est passé, c'est que dans un bull market, quand le marché est haussier, on veut augmenter son exposition et donc augmenter son risque pour capturer encore plus de marché. Et quand le marché a commencé à tomber, c'est là que les effets dominos ou les effets de cartes sont mis en place et ça fait chuter FTX. Mais encore une fois, FTX n'était pas un produit de la finance décentralisée, un produit de la crypto. C'était bien une entreprise centralisée, une entreprise institutionnelle qui utilisait tous les concepts de la finance traditionnelle en vendant des produits crypto. Et donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment focaliser notre attention. C'est pas un projet de la blockchain qui a échoué, mais c'est bien un projet de la finance institutionnelle qui a échoué à vendre des crypto-assets. Mais alors, on le disait, vous êtes plutôt un Ether maximaliste. Certains, les Bitcoin maximalistes, disent que ce qui est arrivé avec FTX, c'est aussi la faute au Proof of Stake, parce que le Proof of Stake a permis la création d'altcoins extrêmement spéculatifs avec de très hauts rendements, et donc le Proof of Stake a alimenté une forme de frénésie spéculative sur ce marché qui n'aurait pas dû attirer ce type de frénésie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui portent cet argument ? Le fait d'avoir accès à des assets financiers, ça a toujours été et ça le restera toujours. Que ces assets financiers soient accessibles à tous, on est bien là dans un changement sociétal qui fait qu'on peut accéder à tous ces assets de n'importe où. Le fait qu'il y ait un engouement vers ces altcoins et qu'il y ait énormément de volume, le risque que FTX, la chute de FTX n'a rien à voir avec cet engouement vers ces altcoins. FTX est tombé parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle un leverage sur des assets spéculatifs. Donc ils ont utilisé la finance décentralisée, la blockchain, pour déposer des assets spéculatifs, emprunter des euros, des dollars par-dessus, ensuite aller voir les places de marché financier pour réemprunter par-dessus et ensuite réinjecter sur les marchés financiers, la finance centralisée, et aussi faire des systèmes de manipulation de marché. Mais le fait de vendre des actifs, ça a toujours été et ça le restera toujours. Sans nommer par exemple, c'est un peu comme dire Carrefour vend différents types de pommes de terre. C'est libre à chacun d'acheter la pomme de terre, mais ça fait pas en sorte de Carrefour que c'est un maraîcher. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que oui, vous avez des actifs qui peuvent être achetés, mais encore faut-il que la plateforme... Mais est-ce qu'ils n'ont pas été encore plus loin dans l'excès, dans les abus, d'autant plus loin que il y a eu cette frénésie sur les cryptos, tous ces nouveaux investisseurs, l'envolée incroyable des cours des cryptos qui a été aussi beaucoup portée par la spéculation, l'attrait des altcoins, etc. etc. La blockchain... Est-ce que quelque part, il y a quand même une forme de participation à cette fièvre de la Proof of Stake ? Alors, il n'y a aucune corrélation. C'est masculin. Hein. Je sais le Proof of Stake. Il n'y a aucune corrélation directe entre le fait d'avoir Proof of Stake et d'avoir des altcoins. Proof of Stake est une technologie qui permet de garantir la fiabilité du protocole, notamment la nouvelle version du protocole Ethereum. Comme avant, on avait le Proof of Work, qui était un concept de minage pour pouvoir faire en sorte que la blockchain continue. En l'occurrence, le Proof of Stake n'a rien à voir avec le fait d'avoir accès à ces altcoins. Donc non, la technologie blockchain, elle suit son cours.
elle est toujours aussi solide. Et c'est un peu comme dire, on a énormément de sites Internet qui se créent, et donc Internet est dangereux. En l'occurrence, non. Internet, le protocole Internet qui s'appelle HTTP, permet de créer des sites web, et donc de créer des entreprises qui ont une visibilité sur Internet, tout comme le fait la blockchain, notamment Ethereum et Proof of Stake, permet de créer des assets. Encore faut-il que ces assets-là ne soient pas trop spéculatifs, notamment comme ces différentes entreprises. Il défendra le stake, le proof of stake jusqu'au bout. Votre boîte, on rappelle, Stake Capital Group. Eh oui. Valentin, vous êtes 100% d'accord avec le fait que le proof of stake n'ouvre pas la porte à plus de rendement et donc n'ouvre pas la porte à plus de spéculation dans l'univers crypto? Je pense qu'effectivement, il faut bien distinguer la technologie qui sécurise la blockchain. Le proof of work, c'était l'énergie, c'était le fonctionnement des machines. Et là, on a une technologie qui fonctionne différemment, que les bitcoins maximalistes que vous recevez sur le plateau s'amusent à rappeler, à tort probablement, que ça donne la main mise d'abord aux personnes qui ont de l'argent, puisqu'ils ont suffisamment du coup d'argent à jalonner. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Là où on peut entendre une inquiétude, c'est sur l'expansion du marché crypto qui a fait que la création originelle de Satoshi Nakamoto en 2008-2009 est aujourd'hui une industrie avec toutes les difficultés qu'on lui connaît parce qu'elle est jeune. Et si on doit la comparer à un âge humain, on peut dire qu'on quitte l'adolescence pour rentrer dans l'âge adulte et que dans ce changement, dans cette mue, il y a quelques fracas. Mais Julien a très bien rappelé que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ni la technologie, ni la blockchain, ni les crypto-monnaies. C'est bien la folie d'un homme qu'a empilé trop de couches, de strates, de quant et de toutes les choses que tu as citées, Julien, que tu connais bien mieux que moi, mais qui a surtout détourné de l'argent pour son entreprise qui était effectivement totalement différente d'FTX. Il a utilisé Moi, je l'ai interviewé, j'ai fait un vidéo avec lui il y a 2 ans, et je lui posé la question, parce que nous, on a des activités quant sur les marchés financiers de la crypto, donc on fait tout ce qui est liquidation, arbitrage, on est actif sur le marché financier des crypto-monnaies, et aussi à l'extérieur. Et je lui ai demandé comment il arrivait à avoir une puissance d'exécution aussi grande sur ces marchés. C'est pas possible d'avoir 1 milliard, 1 milliard, 2 milliards d'accès en fonds du jour au lendemain. Et en fait, 2 ans après, on s'est aperçu qu'en fait, il utilisait les fonds qui étaient déposés sur FTX pour pouvoir alimenter Alameda Research, qui est le hedge fund. Donc participer. Donc en fait, les utilisateurs se faisaient liquider sur la finance décentralisée avec leurs propres fonds. Et c'est ça la beauté de ce qu'il a utilisé. Ça, c'est incroyable. Et donc, c'est une activité criminelle sur le fait de faire fonctionner une entreprise centralisée. Oui. Et apparemment, il proposait aussi des faux bitcoins. Enfin bon, voilà, on voit que l'enquête avance. Il y a des infos qui sortent qu'il faudra bien sûr vérifier. Alors, il n'y a pas que l'affaire FTX qui secoue fortement l'écosystème en ce moment. On n'en parle peut-être pas d'ailleurs suffisamment ici. Les prix de l'énergie, ça compte aussi. Ils montent fortement. Certains boucliers tarifaires vont d'ailleurs diminuer en 2023. Prix de l'énergie en hausse. Et puis des risques de blackout aussi, dont on entend parler. Alors, blackout sporadique sans doute, mais quand même, ce risque est là. Est-ce que vous y voyez un sujet pour l'écosystème crypto? Alors, je pense que en ce qui concerne le proof of stake ou le mining, je pense qu'au niveau business to business, ça peut créer des problèmes au niveau de la validation de la blockchain au niveau international. Sinon, pour le commun, pour le retail, ça ne devrait pas poser de soucis. Le proof of stake aussi, ce qu'il faut savoir avec Ethereum, ça demande beaucoup moins de ressources énergétiques. C'était le but. Donc, on a coupé par 99,99% l'activité énergétique sur les marchés. Donc là, encore une fois, ça fait en sorte que Ethereum soit beaucoup plus puissant que Bitcoin. Que Bitcoin se base sur le fait de valider des transactions au niveau computation. Donc ça demande énormément d'énergie. Ethereum ne demande pas beaucoup d'énergie. Donc ça ne devrait pas poser de problème pour le retail. Si par exemple on a des déconnexions au niveau dans certains pays, je ne pense pas que ça devrait poser de problème au niveau pour pouvoir accéder aux transactions sur la blockchain. D'accord. Les bitcoins maximalistes vous répondront. Je me fais leur avocat pour créer une forme de débat. Les bitcoins maximalistes qu'on reçoit aussi ici, mais on ne reçoit pas que des bitcoins maximalistes. Hein. On reçoit souvent, bon c'est vrai, Sébastien Gouspillou par exemple. On recevait il y a quelques jours aussi, le patron de Paymium, Pierre Noisa, bien sûr, qui nous accompagne ici régulièrement. Eux, leur argument, c'est de dire, ok, c'est vrai, Proof of Stake a besoin de moins d'énergie que Proof of Work, mais du coup, la sécurité en Proof of Stake est un peu moindre qu'en Proof of Work. Complètement faux. Ce qu'on appelle une blockchain, il y a un concept qui, alors je ne sais plus comment on l'appelle en français, le censorship resistant.
Résistant à la la blockchain censure. Ethereum, comment? Résistant à la censure, du coup. Résistant à la censure. La blockchain Ethereum ou la blockchain Bitcoin sont tous les deux du même niveau, résistants à la censure. Qu'on le veuille ou non, d'un concept, d'une approche mathématique et théorie des jeux, les deux sont aussi résistants à la censure. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, si un État ou un pays, un pays ou une grosse entreprise veulent injecter 50 milliards ou 100 milliards pour faire chuter une blockchain, ils pourraient très bien le faire. Donc non, la blockchain Bitcoin ou Ethereum sont tout à fait... L'argument de la plutocratie, vous le rejetez aussi. Il n'y a pas un risque de centralisation un peu plus important en proof of stake qu'en proof of work? Non, parce que les gens qui peuvent avoir accès au mini... Je vais le faire à plein d'ennemis. Tous les États maximalistes vont me dire, et puis les autres vont m'adorer à juste titre du tout non plus. L'idée, c'est créer le débat. J'ai commencé en Bitcoin maximaliste. Donc après, je suis allé à Ethereum maximaliste. Et vous étiez même dans la finance traditionnelle au tout départ. Exactement. Et ensuite, je suis passé dans plutôt agnostique blockchain, donc tout ce qui participe à la décentralisation. Donc on ne va pas dire que je suis Ethereum maximaliste, mais c'est vrai que c'est plutôt l'écosystème qui est prédominant et dominant à l'heure actuelle dans le monde des crypto-monnaies. Mais dire que Bitcoin est plus résistant à la censure à l'heure actuelle que Ethereum, c'est complètement faux. Par contre, un sujet où on est tout à l'heure sur les proof of stake, c'est vrai que l'engouement, je pense que le proof of stake, c'est plutôt en fait sur l'aspect yield. C'est vrai que l'aspect yield spéculatif, inflationniste de ces crypto-monnaies ont permis l'engouement du public pour avoir des investissements et des rendements à plus de 100%. Et là, c'est là le danger. Ah bah vous voyez. Oui, mais parce que c'était pas vraiment le proof of stake, c'est plutôt le rendement inflationniste de ces différentes monnaies qui étaient complètement basées sur du flanc. Il fallait que je me chauffe un peu pour pouvoir revenir. Va te le faire tant qu'il est chaud, Valentin. Non, mais c'est effectivement là, ça y est, le pont et le lien est fait avec la question du début que vous aviez, Guillaume, où effectivement il y a quelques failles parfois. Pas sur Ethereum. Ethereum, on est effectivement sur des rendements qui sont autour de 4 ou 5% pour jalonner ces Ethers dans le protocole qui permet de le sécuriser, qu'est le proof of stake aujourd'hui. Mais ça laissait la porte entrouverte à certains démons qui se sont amusés à faire des rendements plus importants, dans lesquels le public s'est jeté, mais qu'on rappelle effectivement chaque jour ici la dangerosité de ces placements un peu trop spéculatifs. Chine, États-Unis. La grande bataille des grandes puissances et l'Europe au milieu. Comment est-ce que vous voyez la place de l'Europe à l'avenir pour l'écosystème crypto, entre les stratégies des uns et des autres, et puis l'Europe, cet animal herbivore dans un monde de carnivores? Moi, oui, je suis assez actif dans la question macroéconomie de ces puissances, la Chine, les États-Unis et l'Europe. Malheureusement, à l'heure actuelle, l'Europe essaie de trop réguler en freinant les innovateurs à innover. Attendez, si FTX avait été plus régulé, on aurait peut-être moins vu de perméabilité, par exemple, entre Alameda et FTX. Encore une fois, FTX a pu avoir cette croissance. C'est un acteur de la finance centralisée, avec une entreprise légalement centralisée mais dérégulée. En fait, je pense que c'est un échec des régulateurs, et je pense qu'il faut arriver à pousser les régulateurs à pouvoir auditer correctement ces entreprises qui ont une activité financière traditionnelle, qui vendent des produits non traditionnels exotiques, mais c'est leur échec à eux. Dans la finance décentralisée, il faut arriver à voir et notamment en Europe, que cette technologie va participer à regagner une dominance sur les marchés financiers internationaux, et notamment un concept important qui est le concept de souveraineté. Comment arriver à se positionner au niveau monétaire par rapport à des mastodontes comme la Chine et les États-Unis, quand eux, les États-Unis ont déjà créé leur monnaie, donc le stablecoin dollar. Je pense que statistiquement parlant, qu'il n'y a jamais eu autant de dollars dans les poches d'Européens à l'heure actuelle, parce que dans les utilisateurs de crypto, puisque 95 ou 98% des utilisateurs de blockchain utilisent le dollar, encore une fois, les Américains ont une longueur d'avance. Quand on entend que la Chine est en train de créer leur monnaie... Les stablecoins, cheval de Troie de la dollarisation du monde aujourd'hui. Donc en fait, les États-Unis ont essayé de le bloquer, on va dire à peu près il y a 3-4 ans, bloquer les crypto-monnaies, mais en ayant connaissance des différentes répercussions que ces stablecoins allaient avoir, ils ont accéléré la dominance, ils ont accéléré l'adoption. Ce qui fait que vous avez des grosses sociétés comme Coinbase, Gemini ou d'autres sociétés qui, eux, participent à la distribution de l'argent sur les marchés internationaux. Et du dollar. Exactement. Et donc forcément, on price l'ensemble de nos produits
avec le dollar. Et donc encore une fois, ils ont une longueur d'avance. Et la Chine peut espérer dédollariser, parce que c'est son but, c'est son espoir, son grand espoir à la Chine, peut-être sa chimère, je ne sais pas, dédollariser le monde. Elle pourrait y parvenir par le biais de nouveaux stablecoins sur le yuan numérique aussi, pourquoi pas. Moi, je pense qu'effectivement, dans ce grand principe de Thucydide qu'on alimente souvent sur ce plateau et qu'on essaye de comprendre les enjeux, le cheval de Troie des États-Unis, c'était le stablecoin qui représente 70-80% du volume dans la finance traditionnelle, 99,5% dans la finance décentralisée. Donc effectivement, ça n'a jamais été aussi simple d'avoir du dollar. Mais pour le coup, dans les 0,5% qui restent, Dieu merci, c'est 99% d'euros. Et justement, Angle Protocol, avec son stablecoin euro, fait partie des gros porteurs de cette 0,5 qui reste. Mais donc, on ne voit pas tellement la place du yuan. Donc, la place du yuan se situera très certainement dans sa monnaie numérique de banque centrale, sa MNBC. Là-dessus, on a vu que l'Europe se prononce de plus en plus, 2025, 2027, avant 2030, on espère, si tant est qu'il doit y en avoir une. Mais la MNBC chinoise, le yuan numérique, est déjà en circulation dans le pays et tend à être de plus en plus en dehors des frontières. Et c'est là qu'effectivement, il y aura peut-être une inversion de la vapeur, si tant est qu'elle doit arriver. Dernière question, il nous reste 30 secondes. La chute des cours des cryptos, là on n'est plus sur l'affaire FTX. Enfin, bien sûr, l'affaire FTX a aggravé les choses, mais voilà, cette baisse des cours, elle avait démarré déjà en début d'année, elle vient des resserrements monétaires. Ensuite, on a eu l'affaire Terra Luna, maintenant FTX. Bon, est-ce que cette baisse des cours va durablement freiner l'adoption des cryptos Quelle tendance observez-vous du côté des investisseurs et des particuliers, Julien ? C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'est pas dans une chouette tendance, on va dire. La crise économique mondiale, sortie du Covid, ensuite on a chute des marchés financiers. Donc à l'heure actuelle, dans la crypto, c'est plutôt... et ensuite, la crypto suit relativement, est très corrélée au marché financier traditionnel. On ne va pas dire que c'est la joie à l'heure actuelle. Ça remonte un peu, mais pas en crypto. Ouais. Mais bon, l'affaire FTX y est pour beaucoup. Ouais. Exactement. Donc oui, forcément, ces acteurs de la finance traditionnelle, voyageurs, aujourd'hui on va l'apprendre, Nexo qui vient de tomber. On a eu d'autres acteurs qui se retirent des États-Unis, effectivement. Voilà. Pour l'instant. Eurocapital, tous ces acteurs-là n'ont pas fait du bien à la crypto. Donc on a une très mauvaise opinion du retail sur le monde de la crypto à l'heure actuelle. Donc c'est très compliqué d'aller convaincre que ces produits financiers sont les seuls à l'heure actuelle de produits financiers qui n'ont pas échoué. Comment aller expliquer à quelqu'un que oui, la blockchain fonctionne toujours, que oui, AV, place d'emprunt, que oui, Curve, place pour faire des échanges financiers, sont les seuls produits financiers à l'heure actuelle qui n'ont pas échoué. C'est compliqué. On est plutôt dans un marché qui stagne, voire potentiellement qui peut être encore corrigé à la fin de l'année, ce qui arrive souvent dans la crypto, pour après redécoller l'année prochaine. Mais ce qui est intéressant à l'heure actuelle, pour finir, c'est que c'est la meilleure opportunité pour construire des projets et d'accélérer l'adoption sur différentes technologies. Oui, et vous accompagnez les entreprises dans le Web3, c'est ça. Il y a un petit ralentissement, on imagine, dans la dynamique de... Il n'y a pas qu'un ralentissement, mais on va dire que les levées de fonds, les valorisations sont divisées par 10 ou voire 5. Ouais. Et on voit que des projets qui ont tendance à avoir une approche très cartésienne par rapport au marché. Donc c'est plutôt à l'heure actuelle pour des personnes comme nous qui investissons sur le marché ou qui ont certains projets à décoller, c'est plutôt assez intéressant. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Julien Bouteloup, un des piliers de cet écosystème, fondateur de Stake Capital Group. Valentin Demey qui nous accompagne régulièrement. Merci beaucoup Valentin, journaliste Cryptost avec nous à nouveau demain. Tiens, on vous retrouvera pour un nouveau club BFM Crypto. Xavier Fenot nous accompagnait depuis Interactive Trading. Bonne soirée messieurs.